Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour notre troisième séquence intitulée « Vivre ». Vous le verrez, cette séance elle va être riche, variée, vivante et nous allons parler de plusieurs sujets très différents en les éclairant évidemment toujours avec cette question de la dignité humaine qui nous intéresse dans cette formation que nous parcourons ensemble. Et nous allons commencer tout de suite avec un enseignement sur le lien entre le travail et la dignité. Et c'est Joseph Touvenel qui nous a fait l'amitié de se charger de cet enseignement. Et c'est heureux, vous le verrez, parce qu'il nous propose une réflexion approfondie et vraiment éclairante. Joseph, pour le présenter, il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il a enchaîné pas mal de petits métiers. Il a aussi une grande expérience de l'humanitaire et du bénévolat. Et puis maintenant, il est engagé depuis plus de 30 ans dans l'action syndicale au sein de deux structures. L'une qui est française, la CFTC, ça veut dire Confédération française des travailleurs chrétiens, et l'autre européenne, ESA, c'est le Centre européen des travailleurs. Nous avons intitulé son enseignement « Réparer la dignité ». Joseph Touvenel. Bien, bonjour à tous et à toutes. Syndicaliste chrétien que je suis va vous parler de la dignité via ce que je connais un petit peu, c'est-à-dire le travail. Encore faut-il qu'on soit d'accord sur cette notion de travail. Si j'étais marxiste, je ferais comme Karl Marx et que je dirais qu'un travailleur, c'est comme une abeille. Il est dans la ruche, il ne sait pas trop pourquoi, il fait des choses, il n'en a pas la responsabilité et il subit la règle générale. Si j'étais un ultralibéral, je vous dirais travailler, c'est un échange commercial, il y en a qui ont de la force physique ou intellectuelle. En contrepartie, je leur donne de l'argent, mais d'ailleurs un travailleur, ça coûte très cher, et s'il pouvait y en avoir moins, ça serait beaucoup mieux. Mais comme je suis un chrétien, je vais vous parler de la notion de travail qui est déjà participer à l'œuvre commune. Et s'il y a œuvre commune, ça veut dire que déjà, quel que soit mon emploi, je participe à une œuvre. Je fais quelque chose qui m'élève. Et si elle est commune, c'est qu'il y a un lien social. D'ailleurs, je travaille toujours avec les autres et pour les autres. Alors le travail m'apporte aussi autre chose. Pour construire ma dignité, j'ai aussi besoin matériellement de pouvoir vivre. Et le travail apporte normalement les moyens suffisants pour vivre dignement, pour faire des projets, par exemple avoir une famille, acheter un appartement, une maison. C'est cette notion-là du travail qui est important pour retrouver, ramener de la dignité. Alors tout le monde n'a pas un emploi, ce qui est un des problèmes majeurs. Et c'est-à-dire que notre ambition commune ne doit pas être d'inverser une courbe du chômage, comme certains l'ont dit, mais ça doit être le plein emploi pour tous. C'est-à-dire le projet de la société, c'est que chacun ait sa place dans la société pour participer à la vie de la cité, c'est-à-dire participer à la construction du bien commun. C'est simple, c'est comme la construction d'une cathédrale. Pour la construction d'une cathédrale, vous aviez des gens qui l'ont imaginé, vous avez des gens qui l'ont dessiné, même sur plusieurs générations d'ailleurs. Vous aviez des artistes qui ont fait des vitraux, qui ont fait des statues, vous avez des gens qui ont taillé des pierres, et puis vous avez des petites mains qui portaient des seaux, des pelles, qui amenaient les pierres. Tous travaillaient dans une ambition commune qui les élevait, qui leur permettait à la fois d'être autonomes, mais à la fois de se réaliser et d'avoir une dignité par ce qu'ils faisaient. C'est aussi la différence entre le règne animal et le règne humain. Les animaux ne travaillent pas, c'est l'être humain qui travaille. Et cet espoir qu'on peut avoir dans le travail pour tous, c'est-à-dire cet espoir d'une dignité pour tous, on peut dire mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Alors ils sont très peu, effectivement. Il y a des personnes qui, de par leurs conditions physiques, des malades, ne peuvent pas travailler. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, qui pourraient travailler et à qui on ne fait pas dans notre société la place qu'ils devraient avoir. Moi, je suis frappé quand je vais, par exemple, en Écosse ou en Irlande, de voir dans les magasins, dans les stations-service, de nombreuses personnes handicapées qui sont là, notamment des trisomiques. C'est une rareté dans notre pays. Et pour être positif, je veux dire, c'est encore une rareté dans notre pays, puisqu'il y a des efforts qui sont faits. Je pense au Café Joyeux, par exemple, qui offre à des personnes handicapées la possibilité de travailler
c'est-à-dire de participer à l'œuvre commune, de se réaliser. Il y a ce qu'on appelle les CAT, qui s'adressent aussi aux personnes handicapées, et ça leur permet à toutes ces personnes d'avoir une vraie dignité. J'ai travaillé un peu avec eux. Eh bien, je vois en quelques mois le changement qu'il peut y avoir. C'est tout à fait autre chose. Entre vivre d'une rente, en France, on a des aides qui peuvent permettre de vivre ou de survivre à des personnes handicapées, mais leur permettre d'accéder au travail, de se réaliser, ça leur permet aussi un véritable épanouissement, et ça se voit en quelques mois. Celui qui participe à cette vie commune, celui qui fait quelque chose, il grandit. Il grandit en lui-même, il grandit en dignité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis des autres. Et puis, évidemment, ce plein emploi, ça se construit. Et cet emploi, puisqu'on nous dit que le travail a une valeur, oui, il a une valeur. Et s'il a une valeur, c'est qu'il a un prix. Et il faudrait aussi savoir justement le rémunérer. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des professions qui travaillent dur et qui sont peu rémunérées. Il y a un étranger, un Italien, qui, au XIIIe siècle, a travaillé sur cette notion de juste salaire, saint Thomas d'Aquin. Que disait-il? Que chacun doit pouvoir avoir un juste salaire. Et c'est quoi son juste salaire? C'est que chaque personne, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Nous sommes en plein Moyen-Âge, et on vient déjà nous dire que chacun, de par son travail, doit pouvoir vivre dignement avec sa famille et épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, en Occident, dans le monde, chacun par son travail peut vivre dignement avec sa famille épargnée, même dans un pays riche comme la France, avec un corpus social assez étendu, le salaire minimum ne permet pas à quelqu'un de vivre dignement avec sa famille et d'épargner. Et je ne parle même pas des malheureux de l'autre bout de la planète. Quand on les paye souvent très très insuffisamment. Et là, nous avons, nous, occidentaux, nous, pays riches, une responsabilité majeure, c'est de s'intéresser aussi au juste prix. Si on veut que chacun puisse vivre dignement, vivre de son travail, alors il faut accepter de payer le juste prix. Je suis toujours étonné quand je prends le RER pour aller jusqu'à Roissy, de constater que mon ticket de RER de ma banlieue parisienne jusqu'à l'aéroport de Roissy, quelquefois, est à peine moins cher qu'un billet d'avion pour aller au Maroc. Est-ce que nous payons toujours ce qui permet aux uns et aux autres de vivre dignement? Puisque le travail n'a pas qu'une valeur économique, mais une valeur bien supérieure à son prix, à son coût, à cet échange financier et commercial, n'oublions pas. Il y a des gens qui travaillent sans être rémunérés. C'est par exemple les bénévoles du dimanche qui vont encadrer des mouvements scouts, mais c'est aussi les parents, et généralement ce sont les mères de famille, qui s'arrêtent pour élever leurs enfants. Elles travaillent, elles participent à la vie de la cité, elles participent au bien commun. Elles ont évidemment le lien social et elles ont une tâche indispensable, même si on ne sait pas mesurer ce qu'elles produisent financièrement, l'éducation des enfants. Et n'oublions pas dans cette notion de travail de plein emploi qu'il y a aussi la place pour ce travail bénévole, notamment les parents qui élèvent leurs enfants. On le voit d'ailleurs dans une actualité récente où des enfants qui sont maintenant des adultes nous disent tout ce qu'ils ont subi dans leur jeunesse, dans des milieux qui étaient des milieux de la jeunesse dorée, dans des milieux où il y avait tous les moyens matériels, où ils avaient des nounous pour les élever, entre guillemets, mais où il n'y avait pas la présence de la mère ou du père, et où d'ailleurs le père était particulièrement absent, ils le disent eux-mêmes. Eh bien, travailler, c'est aussi pour les pères élever leurs enfants dans le sens chrétien du terme, d'être co-créateurs. Je transmets quand je suis père, je transmets et je suis co-créateur de cet enfant qui va devenir un homme, avec tout ce qu'il a en lui-même, mais je permets de me le révéler. Ça aussi, c'est le sens du travail, ce qui veut dire que nous avons besoin de temps de repos commun pour la vie familiale,
associative, personnelle et spirituelle. Ça s'appelle notamment le dimanche. Et d'ailleurs, si vous regardez un peu la doctrine sociale de l'Église, à laquelle je suis personnellement attaché, vous verrez que le repos dit du sabbat est qualifié de sommet du travail. Pourquoi sommet du travail? C'est-à-dire que si le travail est nécessaire, il faut aussi à un moment donné savoir couper pour se retrouver avec soi-même, avec les autres, pour autre chose que produire et consommer. Et si on supprime ces temps de repos collectif, alors on devient très vite esclave, volontaire ou involontaire, d'une machine qui va nous broyer, cette machine matérialiste qui veut qu'on produise toujours plus longtemps, jour, nuit, avec ces laisses électroniques qui peuvent être pratiques, hein, qui sont mon téléphone portable et les ordinateurs. Sachons aussi, pour préserver la dignité du travail et des travailleurs, assurer ces temps de repos collectif. Et merci à ceux qui nous permettent, notamment le dimanche, de faire autre chose que produire et consommer en nous offrant des services. Ce sont les marchés traditionnels, c'est mon boulanger, c'est mon charcutier, c'est aussi les métiers de la sécurité, c'est les métiers de la santé qui, eux, nous offrent ces temps de repos. Merci à eux. Et puis, au-delà de ces temps de repos, on peut penser à tous ceux qui ne travaillent pas et qu'on a tendance à oublier. Je pense par exemple aux sans-abri. Alors il se trouve que j'ai fait 10 ans d'accueil de rue des sans-abri. Bien sûr, il faut leur tendre la main, bien sûr, il faut aller vers eux, bien sûr, il faut les aider. Mais tous ceux qui nous disent qu'à un moment donné, on pourrait considérer qu'une partie de la population à la fin ne travaille pas, puis on leur donne une rente et tout ça irait bien. C'est une attaque à la dignité de chaque personne. Chacun doit pouvoir travailler. Alors celui qui en a des grandes difficultés, le travail, ça peut être la formation. Mais pour ceux qui sont à la dérive dans la rue, c'est leur proposer quelque chose. C'est leur dire, vous êtes capable de. Je crois en toi. Tu peux te réaliser. Tu es en mesure de faire un effort. Alors ça peut être des choses très simples. Ça peut être en contrepartie d'un logement, pas un logement merveilleux, ça peut être un logement collectif. Ça peut être en contrepartie, tu travailles, tu nous offres un service, par exemple, tu vas faire le ménage dans ce lieu collectif. C'est ce que tu vas apporter. Et on retrouve et on redonne de la dignité à ceux qui en perdent, à ceux que souvent on méprise, et on les méprise sans leur donner leur chance. Alors vous me direz, le ménage, mais le ménage... Bien, celui qui vous parle, il était pendant plus de 18 mois homme de ménage. C'est-à-dire que le matin, tôt, ou le soir tard, j'allais dans les entreprises vider les poubelles, nettoyer les bureaux et les toilettes. Est-ce que j'étais moins digne pour ça? Mon travail, aussi humble soit-il, quand j'ai le sens de ma tâche, et je savais que quand je nettoyais bien, eh bien c'était plus agréable pour ceux qui venaient travailler dans la journée. Et puis, ça me permettait de vivre, d'avoir un salaire, ça m'a permis de faire autre chose, de reprendre des études. Eh bien c'est ça aussi la dignité qu'on doit donner à chacun, c'est lui donner sa chance de travailler en lui disant « tu mérites qu'on te donne ta chance, mais tu mérites aussi qu'on te donne ta chance de faire un effort pour participer à la vie de la cité et au bien commun. » Quand je parle du travail, évidemment, je parle des travailleurs. Et qui sont ces travailleurs? Les salariés, mais aussi des indépendants, des artisans, des commerçants, des paysans, des chefs d'entreprise, et puis aussi les bénévoles, ceux qui encadrent ces mouvements scouts, les mères de famille, les parents. Tous sont des travailleurs puisque tous participent à l'œuvre commune, tous se réalisent en apportant quelque chose aux autres. Ce sens de la participation à une œuvre, c'est ce qui nous élève, parce qu'on participe à quelque chose qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse. Que ce soit le chirurgien qui participe à la vie, que ce soit l'architecte qui participe à bâtir, que ce soit le paysan qui participe à nous donner à manger, à nous nourrir, que ce soit celui qui nettoie nos rues, qui participe à notre bien-vivre, chacun participe à une œuvre qui le dépasse, avec une forme de responsabilité. C'est le travail bien fait. Et bien cela, ça dépasse la vision matérielle. C'est une vraie dignité qu'on nous donne, se réaliser en pleine responsabilité pour grandir soi-même et faire grandir la société.
Le travailleur, il est co-créateur. C'est-à-dire que le travail, on le met à un niveau très élevé, quasiment au niveau du Dieu créateur, co-créateur. C'est-à-dire que ce travail de dignité et cette réalisation, ça nous élève, ça nous soulève et sans doute, ça nous conduit vers la transcendance. Voilà le vrai retour vers la dignité, trouver le chemin de la transcendance. Je ne sais pas vous, mais moi, cet enseignement, il m'a fait du bien. Et pas seulement parce que Joseph parle du repos comme sommet du travail. Joseph, il porte vraiment cet enseignement, je trouve, de manière très, très incarnée. Et il nous a aidés à mesurer la valeur, bien plus grande que le prix ou le coût d'ailleurs, du travail en tant que tel, qu'il soit rémunéré ou pas d'ailleurs, puisque cela concerne aussi le bénévolat, l'éducation des enfants. Finalement, tous les services qui nous élèvent et qui nous font participer, construire quelque chose de plus grand que nous. Et vous avez peut-être remarqué, il a mis en lumière deux mots, exigence et responsabilité. La responsabilité personnelle est l'un des besoins vitaux de l'âme et nous aurons l'occasion d'en reparler en particulier à la 4e séance. Maintenant, pour continuer, j'ai un petit cadeau à vous faire. C'est une rencontre, rien que pour nous, parce que je crois que les petites espérances naissent dans les beaux signes des temps et que vu la morosité ambiante et les temps difficiles que nous vivons, eh bien, se redire qu'il y a des initiatives positives, ça peut vraiment nous encourager et nous motiver. C'est vrai qu'on déplore quand même beaucoup un individualisme prégnant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses personnes qui continuent fidèlement, courageusement à choisir des métiers ou des engagements bénévoles au service des autres, au service du bien commun, au service, on le disait, de plus grands qu'eux. L'une d'elles, c'est l'association Lazare, que vous connaissez sûrement. Ce sont des colocations solidaires entre jeunes actifs, qu'on dit inclus, et personnes de la rue, SDF, qu'on dit exclus. Et pourquoi des colocations ? Eh bien parce que Lazare veut offrir plus qu'un toit et des repas. Lazare veut vraiment créer des relations humaines. C'est, je crois, une des rares expériences réelles de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Et c'est Christian et Pierre qui nous ont fait l'amitié de répondre à quelques questions sur la dignité depuis leur colocation de Nantes. Bonjour, je suis heureux de vous présenter Christian, qui est vice-président de Lazare. Bonjour, je m'appelle Christian et je vous présente Pierre, qui est secrétaire général de Lazare. Enchanté. On nous demande de parler un tout petit peu de la dignité. Et je voudrais laisser la parole à Christian d'abord. Qu'est-ce que c'est la dignité ou qu'est-ce que c'est qui a été difficile quand toi tu as été dans la rue ? C'est pas être reconnu, être rejeté par la société. Et puis, retrouver une dignité, c'est reprendre une responsabilité, c'est sortir de toute jungle de cette rue. C'est le mot aussi respect. Le respect. Le respect et aussi l'honnêteté. Et pourquoi on voudrait vous parler du besoin des autres ? Parce que souvent, on considère qu'une vie qui est dépendante des autres, que ce soit au tout début de la vie ou au fin de la vie, elle est justement indigne. Alors que quand vous demandez l'aide d'un autre, quand vous avez besoin des autres, c'est ça qui vous redonne votre dignité. Wow. Et c'est évidemment ce qu'on veut vivre à Lazare, en demandant à chacun d'avoir un service à rendre et puis d'exploiter ses talents, même si parfois ils semblent vraiment cachés ou perdus, et bien de redire à celui qui sait cuisiner, mais cuisine, celui qui sait coudre, bah coud, celui qui sait chanter, bah chante, Oui. et de retrouver sa dignité en disant mais j'ai besoin de toi pour ça, parce que moi ça je sais pas le faire, mais toi tu peux m'aider à le faire. Il dit, pour moi aussi, c'est une sincérité. On est sincère en soi-même et on est sincère avec les autres. La sincérité, et c'est vrai que c'est ce qu'on éprouve dans la vie en colocation, c'est que ça nous taraude quelque part, parce que précisément on reconnaît qu'on n'arrive pas à tout faire, et en toute sincérité on dit à l'autre mais j'ai besoin de toi pour ça. Et en fait c'est un des secrets de la vie à Lazare, c'est que souvent on a des jeunes volontaires qui viennent et qui pensent à aider et qui allaient venir là pour aider les autres, et en fait assez rapidement ils disent mais ça moi je sais pas le faire et toi tu sais le faire alors aide-moi. Et très souvent on a bien sûr des personnes en galère qui se retrouvent bien sûr aidants
et qui retrouvent une partie de leur dignité justement en Voilà. rendant ces services qu'on leur demande. Exactement. Parce que l'élève cherche à être reconnu sur ce qu'il a tellement été écrasé, rabaissé, il a besoin de reconnaissance. Quand les personnes vivent en colocation, entre SDF et actif, ben, eux, SDF, voient ce que fait l'actif et ils voient en faire autant. Voilà. Il y a le mot envie d'être digne. On cherche une dignité. Envie d'être ensemble. Voilà, puis il y a cette phrase qu'on nous disait récemment qu'on aime bien. C'est être digne, c'est d'aimer et d'être aimé jusqu'au bout. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas facile. Il y a plein de moments où on n'y arrive plus, hein, et surtout la vie ensemble, la vie de coloc est très exigeante. On a cette phrase qu'on aime bien à Lazare. Vous n'êtes pas appelé à réussir, vous êtes appelé à être fidèle. Voilà. Fidèle à cette dignité, à croire que par-dessus tout, par-dessus les apparences, par-dessus les difficultés, la vie de l'autre, elle est belle, elle est digne, elle mérite d'être regardée dans ce qu'elle a de bon et de bien. C'est très exigeant, mais c'est probablement un des secrets du bonheur. Merci beaucoup. Bonne réflexion, chers amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup les amis. Nous allons changer totalement d'univers et aborder un sujet, me semble-t-il, vraiment indispensable dans une formation sur la dignité. Poison. Voilà, le mot est fort, mais je crois qu'il est bien choisi. La pornographie est un vrai poison de notre temps. C'est pas nouveau, hein, mais c'est vraiment devenu abyssal et bien sûr c'est terriblement amplifié par les nouveaux moyens de communication et aussi par l'invasion des écrans dans nos vies. Nous avons demandé à Sophie Ascarino un enseignement sur ce sujet. Sophie, elle est mère de famille nombreuse et elle a toujours été très soucieuse d'abord de répondre aux questions de ses propres enfants. Sophie, elle est vraiment sensible au sujet bioéthique et à l'accueil de la vie. D'ailleurs, elle a été famille d'accueil pour jeunes mères en difficulté pendant longtemps et puis elle a été engagée dans différentes associations. Ensuite, elle s'est formée à l'Institut des sciences de la famille et puis elle a fait un master à l'Institut pontifical Jean-Paul II. Et le contact avec les jeunes, c'est vraiment son quotidien. Parce que Sophie, elle travaille en milieu scolaire. En particulier, elle travaille sur la formation humaine à la lumière de l'écologie humaine. Sophie va nous dresser un état des lieux inquiétant, mais réaliste, je crois, sur cette question de la pornographie. Elle va exposer les conséquences néfastes et graves de ce fléau, ce poison, comme je le disais, mais elle va aussi nous donner quelques pistes de prévention. Sophie Ascarino. Pornographie. Le mot déjà invective, le sujet embarrasse. Chacun se sent plus ou moins concerné, avec un avis déjà tranché. D'ailleurs, à quoi bon discourir? On s'est habitué à son omniprésence et il faut bien faire avec, puisque l'on n'y peut rien. Et puis, parler de pornographie, c'est parler d'intime, de sexualité, d'amour, du corps, de la dignité humaine. Bref, une véritable boîte de Pandore que l'on préfère souvent ne pas ouvrir. Pourtant, quelque chose semble agiter l'atmosphère. Les mises en garde énergiques contre la pornographie, les demandes de restriction d'accès pleuvent de toutes parts, venant du monde de la santé, de l'éducation et même de l'État. Les lignes bougent donc. Le vent aurait-il tourné? Quelles sont donc ses conséquences faisant l'unanimité contre elles? Et surtout, quel pare-feu offrir aux plus jeunes? Pour y voir plus clair, un état des lieux s'impose. En effet, des fresques de Pompéi aux frasques sur la toile, la pornographie a changé de dimension. Elle s'est infiltrée partout et nos enfants s'abîment dans une société aux 50 nuances de porno. Premier point d'ancrage, évidemment, l'industrie du sexe qui ne cesse de grossir. 12% des sites web, dont l'accès est presque toujours gratuit, et la vérification de la majorité dérisoire. 25% des recherches Internet, 35% des téléchargements. Le plus gros site de X a dépassé les 33 milliards de visites par an. Des chiffres vertigineux que le confinement a encore dopés et qui laissent entrevoir les profits, car bien sûr, tout cela rapporte énormément d'argent. Un jeune sur 5 visionne du porno toutes les semaines, 1 sur 10 tous les jours. La première confrontation se situe entre 11 et 13 ans et se rapproche peu à peu de l'école primaire. Et n'allez pas croire que cette situation glauque soit réservée à des cas exceptionnels, pour des milieux très défavorisés. La pornographie touche tous les écrans, c'est-à-dire tout le monde, y compris les filles. La plupart des adolescents verront des images pornographiques
bien avant leur première relation sexuelle. C'est donc dans ce cadre-là qu'ils vont élaborer leur perception de la sexualité, de la relation au sexe opposé et plus largement de l'expression de leur amour. Le deuxième point d'ancrage de la pornographie sont les réseaux sociaux. Aux allures conviviales, ils ont un envers glaçant, repère de comptes pornographiques et terrain de chasse des pédophiles. Un peu exagéré, pensez-vous ? La gendarmerie pourtant multiplie les alertes. Examiner un par un les réseaux sociaux serait ici fastidieux. Je vous renvoie au youtubeur Le Roi des Rats, un nom qu'on n'oublie pas, dont les vidéos détaillent l'envers du décor sur Insta, Snapchat, Movie Star Planet, etc. Juste un aperçu. L'application la plus téléchargée au monde, TikTok, est en apparence un partage de créativité un peu déjanté. Pour fidéliser son public, les moins de 15 ans, TikTok propose chaque semaine des défis, comme par exemple imiter Beyoncé. Ainsi, des filles dès 9 ans se filment dans des poses aguicheuses, fardées à outrance, habillées le plus shortement du monde, je vous laisse imaginer. Un paradis pour les prédateurs sexuels en quête d'images d'enfants plus ou moins dénudés, desquels ils tenteront parfois d'obtenir plus encore. Prenons le temps de connaître les applications de nos enfants, ce qu'ils y font, comme nous le ferions d'instinct avant de les envoyer en terre inconnue. Les autres points d'ancrage du X sont moins évidents mais pour autant bien réels. En effet, nombreux sont les sous-produits pornographiques qui véhiculent les codes du porno sans pour autant exposer le moindre appareil génital. Si les pop-up, vous savez, ces petites fenêtres qui vous sautent à la figure sur les plateformes de streaming si chères à nos ados, sont certes toujours très explicites, certains clips de chanteurs rivalisent largement. Rihanna est un modèle du genre. Les jeux vidéo référencés plus de 16 ans, qui ont souvent des scènes à caractère sexuel. Pourtant, beaucoup de 11-12 ans y jouent déjà, comme GTA par exemple. La publicité, les médias qui diffusent une pornographie bon teint plus ou moins suggérée, les radios avec leurs émissions scabreuses, la presse avec ses articles piquants pour notre épanouissement sexuel bien sûr. Les films qui présentent une sexualité vécue comme un défouloir des passions et des pulsions. L'éducation nationale aussi, qui diffuse des supports plus obscènes qu'éducatifs, comme le récent livret Première fois distribué en milieu scolaire. Mais cet inventaire serait incomplet si l'on n'évoquait pas la télé-réalité dont les émissions s'appuient sur les mêmes ressorts que le porno. L'intimité n'existe plus, les relations sont dominées par la quête de performance ou de popularité et par l'anéantissement de l'autre. Et ce n'est plus le meilleur qui gagne, mais le plus narcissique, sans scrupule pour éliminer l'autre ou le trahir quand il ne sert plus. La télé-réalité n'est ni plus ni moins qu'une pornographie psychique qui ne répugne pas pour autant devant le sexuel d'ailleurs. Ce tour d'horizon vous aura permis de constater que la constellation du porn est bien plus large que la planète du X. Alors, quelles sont les conséquences de cette imprégnation pornographique ? Socialement d'abord. Le porno fragilise les couples où l'habitude pornographique s'apparente à l'adultère et où la sexualité est encombrée par la toute-puissance du partenaire pornographique gravé dans les mémoires qui va étouffer peu à peu le partage. Il fragilise la relation homme-femme, la réduisant à une collusion d'intérêts le temps d'une jouissance. Il dégrade bien sûr l'image de la femme et augmente la violence au sein du corps social. Il incite au passage à l'acte pour n'être plus celui ou celle qui n'a pas encore couché, et là aussi, dans tous les milieux, croyez-moi. Enfin, le porno normalise une relation à l'autre éphémère, fondée sur la pulsion, tant d'un point de vue sexuel que social. Si toutes les sociétés dans l'histoire ont cherché comment encadrer les pulsions individuelles, la nôtre a renoncé à le faire. Pire encore, elle les attise et les exploite. Par le biais de la pornographie comme de la télé-réalité, elle favorise l'excitation des pulsions primitives, le voyeurisme de l'intime, physique ou psychique, et elle instaure une pression normative qui nous incite à nous y conformer. Sur le plan physique ensuite, pour les plus assidus, la pornographie cause une altération du système de récompense. Trop sollicité, celui-ci produit une surdose de dopamine qui va exiger toujours plus souvent, toujours plus extrême, toujours plus violent. Ainsi, le piège se referme et isole, rendant la personne insensible aux sources naturelles de plaisir, insensible au conjoint en chair et en os. Enfin, sur le plan psychique, alors là, c'est un festival.
Logique, car ne l'oublions pas, le premier organe sexuel de l'être humain, c'est son esprit. La majorité des jeunes sont touchés par un mauvais hasard, ou en cherchant comment fait-on les bébés, ou ces changements dans mon corps sont-ils normaux? Cette confrontation au porno si précoce est comparable à un viol psychique. Ce choc se double d'une fascination mordante qui incitera certains à y revenir, nous explique le professeur Israël Nizan, qui parle de véritable barbarie. Julien, 11 ans, raconte « Je me suis dit, c'est impossible que mes parents fassent ça. Je me suis enfermée dans les toilettes et j'ai pleuré. » D'autres iront voir pour savoir, car le porno est LA référence incontournable des plus jeunes. Tous ne sont pas traumatisés, mais tous resteront marqués. Rares sont ceux qui confieront leurs troubles à leurs parents, et comme ils disent, à force, on s'habitue. Mais à quel prix? Car la pornographie, plus qu'une vidéo à voir, nous dit Martin Stephens, ce sont des yeux qu'elle emprisonne. Si le dicton répète « les paroles s'envolent, mais les écrits restent », le porno rajoute « les images se gravent ». Et elles obsèdent longtemps des imaginaires qui ne demandaient qu'à fleurir. Elles aveuglent en prétendant tout voir. Car la pornographie, c'est l'affirmation du tout voir et une injonction à la transparence de l'être. L'autre est réduit à ce que j'en vois, un corps fragmenté et consommable. Cela colore forcément les comportements. Ainsi, la mode est au sex friend, on drague par nude, c'est-à-dire par l'envoi d'une photo de soi nue ou à minima de ses parties intimes. On montre son attachement par nude, et plus la photo est compromettante, plus elle est preuve d'amour. Enfin, on se quitte en mode revenge porn, c'est-à-dire en rendant public les nudes demandées quand la relation était au beau fixe. Alors traumatisme psychique, transparence de l'être, la pornographie nous coupe aussi de l'inscription dans le temps. Elle est une sommation à l'immédiateté, une exigence du tout de suite. Ainsi, elle façonne des psychologies qui perçoivent la frustration comme intolérable. Apprendre à les gérer, pourtant, est l'une des étapes principales pour quitter l'enfance. L'adulte est celui qui sait remettre à plus tard la satisfaction de ses envies. Il devient alors capable de distinguer désir et besoin. Ainsi, la pornographie est une condamnation à ne pas grandir, un exil forcé en enfance, la fraîcheur en moins, ou la soumission aux caprices des pulsions sert de prison à l'expression de la liberté. Enfin, le porno est aussi la normalisation d'une sexualité dépourvue de toute signification. Comme l'explique très bien Michaela Marzano, elle n'est plus événement de l'amour, mais technique de défoulement. Elle n'est plus relation, mais consommation de l'autre. Et elle n'est plus conversation. Le langage corporel ou verbal n'est plus l'expression d'une subjectivité qui s'engage dans une relation affective. La rencontre, en fait, n'a jamais lieu. La pornographie supprime ainsi toute possibilité d'invisible, de non-dit, d'un au-delà des corps. Plus rien chez l'autre ne relève du mystère. Faire connaissance n'est plus une lente découverte qui jamais ne s'épuise. Ainsi, l'affectivité n'aurait besoin d'aucun échange de paroles, le passage à l'acte tenant lieu de discours. Les filles s'en inquiètent davantage. Elles s'imposent les standards du porno, comme cette mode de l'épilation intégrale que dénoncent les gynécologues. Mais une question les tourmente vraiment, pourtant. Dois-je tout accepter? Paradoxalement, nombreuses sont celles qui pensent que la fidélité se gagne par une pratique parfaite du Kama Sutra pornographique. Dilemme cornélien, donc. Les garçons, quant à eux, se focalisent sur la taille de leur appendice et la performance à réaliser, soucieux d'être à la hauteur le jour J. Ainsi, la pornographie, avec ses artifices et ses trucages, ronge l'estime de soi. Chacun s'identifie au rôle qu'il pense devoir tenir dans une relation future. Et s'ils perçoivent en grandissant l'écart avec la réalité, ils restent pleins de complexes face à ce qu'ils considèrent quand même comme un devoir-être. À cet âge plein de confusion, le porno amplifie le trouble. On peut avoir des rapports sexuels à 2, à 3 ou 10, avec sa voisine, son facteur, sa peluche ou son hérisson. L'unicité de l'autre disparaît. Il est multiple et interchangeable, c'est-à-dire anonyme en somme. Et si l'autre est anonyme, le moi aussi sans doute. Preuve que le film X porte bien son nom. Alors après ce paysage lugubre, si vous pensez être déjà dans un cercle de dépendance, parlez-en. S'en sortir seul est compliqué, impossible même pour l'addiction. Des aides existent comme le parcours Libre pour aimer. Ne restez pas seul. Et pour les plus jeunes,
Doit-on juste espérer que nos enfants passent entre les mailles du filet? Mettons de vrais contrôles parentaux sur les écrans de nos enfants, il en existe, et envisageons 3 pistes plus réalistes. Première piste, parler. Deuxième piste, parler. Troisième piste, parler. De pornographie? Un peu, évidemment. Ils ont besoin d'entendre que la pomme rouge de la sorcière sera tentante sans doute aussi pour eux. Qu'elle est empoisonnée pour leur vie relationnelle comme pour leur sexualité. Besoin de savoir qu'ils peuvent parler à la maison de tout ce qui fait ricaner niaisement dans la cour. Ici, pas de questions idiotes ou déplacées. Besoin d'apprendre à dire non aussi, car je suis le gardien de mon intimité et de mon imaginaire. Pas si facile à l'adolescence. Besoin aussi de parler de sexualité, bien sûr. Cadeau mystérieux de notre humanité que nul autre partage dans le règne animal. Si le lion, le poulpe ou le grand singe obéissent à leur instinct, pour une reproduction dictée par la saison, l'homme entre en relation parfois pour procréer, souvent pour dire aimer. Besoin de savoir donc quelle est rencontre, besoin d'apprendre quelle est communion, souvent plaisir, mais parfois renoncement, tendresse, même incompréhension. Quel est un au-delà des mots, un langage du corps qui tente l'indicible en langage des signes. Qu'ils trouveront leur expression au creux de leur amour, des gestes qui ne sont qu'à eux, des chemins de traverse loin des sentiers battus. Besoin aussi d'entendre que la sexualité ne connaît pas la satiété, car elle n'est pas réductible au besoin ou à l'avoir. Elle attise un manque qui n'est pas à combler, mais à creuser pour faire une place à l'autre, pour abriter une rencontre. Besoin surtout, bien sûr, de parler d'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, des différents amours qui traversent le cœur humain, qui, du donné ou du reçu, de l'éros à l'agapé, sont les 1000 couleurs qu'on peut lui offrir. Qu'on peut aussi le faire mentir, qu'on peut même en souffrir. Besoin plus largement d'engranger tous ces points de repère qui forment ce qu'Isabelle et René Écochard appellent la grammaire de la vie, qui redonnent le sens de l'émerveillement, de la liberté, du don et du pardon, du désir et du besoin, des relations durables. Bref, une écologie humaine pour préserver l'amour. Pour rendre plus parlante encore cette urgence de parler, de se former même si besoin, sachez que Netflix et même Pornhub ont mis en ligne leur version de l'éducation sexuelle. Si vous ne prenez pas la parole, ils parleront pour vous. C'est un jeune de 28 ans, addict plusieurs années à la pornographie, qui conclura ce propos mieux que je ne pourrais le faire. J'avais 10 ans la première fois. J'étais tétanisée entre fascination et culpabilité. Mes parents ont vu que j'étais tombée là-dessus et ils n'ont rien dit. À 28 ans, je crois que je leur garderai encore longtemps une rancœur, pas facile à pardonner. Sophie a beaucoup insisté, vous avez vu, sur cette nécessité de parler, aussi bien aux parents pour donner les bonnes armes à leurs enfants, pour leur éviter de s'abîmer, de tomber dans ces pièges qui sont tendus un peu partout. Elle a aussi évoqué le besoin de ne pas rester seule et de parler pour ceux qui souffrent de cette addiction et qui souhaitent en sortir et s'en sortir. Et je crois qu'il est aussi précieux d'apprendre à écouter. L'écoute, c'est un écrin, c'est un cadeau à faire et à se faire. C'est vraiment une clé précieuse pour tous et dans toutes nos relations. C'est justement l'objet de notre prochain enseignement avec Caroline Roux, qui s'est spécialisée dans l'écoute des personnes en difficulté et qui coordonne aussi nos services d'aide et d'écoute SOS Bébé et SOS Fin de Vie que nous avons déjà évoqués. Caroline, elle est déléguée générale adjointe et elle est directrice de Vita International. Et c'est vraiment à partir de son expérience qu'elle va nous livrer sa réflexion et aussi des témoignages sur la manière dont l'attitude d'intention et l'attitude d'écoute peuvent contribuer à restaurer les personnes dans leur dignité. Caroline Roux. Nous constatons à Alliance Vita l'immense soif d'écoute de nos contemporains et en même temps la difficulté d'être vraiment présents les uns aux autres. Nous le constatons particulièrement dans les moments où la vie est fragile, a besoin de protection, en ses tout débuts ou en fin de vie. Et c'est ce qui nous a conduit à développer des services d'écoute, SOS Bébé pour toutes les questions liées à la maternité, puis aussi à l'infertilité, et SOS Fin de Vie pour les questions liées à la grande dépendance, à la fin de vie, au suicide, au deuil.
Plus globalement, nous sommes tous, au cours de nos vies, confrontés à nos fragilités. Peines, blessures, deuil, fausses routes. Selon Paul Ricoeur, philosophe, grand penseur de la relation humaine, devenir une personne, c'est faire mémoire de ce que l'on a fait dans le temps. Et cela consiste à assumer sa vie passée, pardonner, mais aussi s'engager vers le futur. Et c'est souvent parce que des personnes sur notre route ont pris la peine de nous écouter, de nous considérer, sans nous juger, que nous avons pu avancer dans la vie en déposant nos casseroles derrière nous. Cette intervention ne se veut pas exhaustive, mais simplement donner quelques éclairages sur la manière dont nous pouvons être passeurs de dignité. Le premier moyen, il est accessible à chacun, c'est travailler notre capacité à se rendre présent aux autres. Dans un monde où nous sommes pressés, où notre environnement nous était souvent étranger, comment créer de la relation, de l'humanité ? On parle beaucoup de solitude chez les personnes âgées, mais elle est aussi fréquente chez les jeunes. 7 millions de Français sont en situation de solitude, soit 14% de la population. Aussi, chacun a-t-il un rôle particulier en travaillant sa présence aux autres pour humaniser le monde plutôt que de s'en tenir à des critiques d'un monde qui serait trop individualiste. Car il faut bien le reconnaître, le premier individualiste, c'est moi. C'est moi, c'est vous, c'est nous. Et se rendre présent, c'est demeurer un temps donné gratuitement, être tout oui, donc écouter, sentir, ressentir avec ses émotions, avec son corps, tout notre être. La présence, ce ne sont pas d'abord des paroles, c'est une attitude, des gestes, ça peut être aussi un ton de voix avec ses modulations bienveillants, interrogatifs, un visage avec ses expressions, des sourires, des tristesses, tout cela se vit dans la présence. Il y a quelques années, un homme SDF dans le métro parisien passait dans les wagons pour demander de l'argent. Et puis il s'est arrêté et s'est écrié « C'est incroyable, personne ne fait attention, tout le monde a les yeux rivés sur son portable. » Et il avait raison. Et je lui ai à ce moment-là souri et il m'a remercié. Et cet homme m'a appris comment on pouvait mépriser sans s'en rendre compte. Par la simple attention à l'autre, nous exprimons un accueil inconditionnel. J'existe pour l'autre et l'autre existe pour moi. Et exister pour un autre, c'est une reconnaissance de dignité. On peut chacun réfléchir à toutes les personnes que l'on ignore, que ce soit dans la rue, mais aussi dans notre environnement, dans nos entreprises. Se rendre présent peut passer simplement par un vrai regard. Et c'est sans doute l'outil le plus puissant qui permet à l'autre de se sentir considéré. Pas besoin de blabla pour exprimer de la bienveillance. Un sourire suffit. Et on sous-estime le pouvoir du sourire sur les autres. Et le sourire est souvent le reflet de la vie intérieure. Bernanos disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure ». Beaucoup en ont témoigné, la crise sanitaire s'est présentée comme un coup d'arrêt dans la course frénétique de la vie, une prise de conscience à cultiver notre vie intérieure, non seulement pour nous-mêmes, mais pour dépasser notre attitude de consommateur pressé. La présence demande donc de travailler son intériorité. Est-ce que l'on garde dans nos vies des moments de silence intérieur pour être disponible à l'imprévu d'une rencontre? Et j'en viens au deuxième moyen pour être des passeurs de dignité, c'est de favoriser l'écoute en vérité de l'autre. Nous sommes témoins à Alliance Vita de la force de l'écoute dans les situations vitales, particulièrement délicates, où la vie et la mort sont en jeu. Alors qu'est-ce qu'une écoute en vérité? Le psychologue Carl Rogers a donné des clés pour développer une écoute active, centrée sur la personne. Il insiste avant tout sur la qualité de la relation entre l'écoutant et la personne que l'on écoute. Alors il ne s'agit pas d'une relation de maître à élève, mais d'humain à humain, avec la conviction que la personne qui se confie détient l'issue à ses problèmes, c'est elle qui est responsable de sa vie et va découvrir sa propre solution. Alors la posture d'écoute n'est pas naturelle, il faut la choisir d'offrir à l'autre qui se confie, souvent de manière inattendue, un temps de vraie présence, sans juger, sans tout de suite se lancer dans des conseils et des solutions. Alors quelques repères peuvent nous guider. D'abord, l'accueil inconditionnel. J'accueille l'autre avec un regard positif. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est exprimé, mais je l'accueille là où il en est.
Et si c'est un proche, je l'accueille de manière renouvelée en me dépolluant de ce que je pense de lui, des étiquettes que j'ai pu lui coller. Et puis aussi être pleinement présent. Avez-vous déjà expérimenté une écoute au téléphone où une personne fait autre chose, regarde son ordinateur en même temps? Et très vite, on sent que la personne n'est pas totalement concentrée sur ce que l'on dit. Et puis enfin, montrer de l'empathie, percevoir les ressentis, les pensées de l'autre, comme si j'étais à sa place, mais sans oublier que je ne suis pas l'autre. Pour ceux qui souhaitent approfondir les clés de l'écoute, 3 courtes vidéos de formation sont en accès libre sur le site internet d'Alliance Vita, que nous avons justement diffusées pendant le premier confinement. Alors, il y a des écoutes spécialisées qui requièrent une véritable formation, mais on peut, chacun à notre place, travailler à notre attitude d'écoute pour notre vie quotidienne. Alors bien souvent, les personnes n'osent pas dire ce qu'elles vivent car elles se sentent indignes. Et ces dispositions de bienveillance, de non-jugement, aident les personnes à oser dire ce qui les habite. Dire à une autre personne ses pires sentiments ou sa difficulté sans que celui qui écoute ne réagisse positivement ou négativement aide à se sentir reconnu dans ce que l'on vit. Un autre humain peut entendre ce que je dis sans me juger. Et je suis très frappée par la reconnaissance des personnes qui s'adressent à nous dans nos services d'écoute. Le simple fait que l'on reformule ce qu'elles expriment sans extrapolation est déjà une grande consolation. Nous ne nous connaissons pas, mais vous comprenez ma souffrance. Ou une autre, merci, le fait qu'une personne ait pu entendre mon histoire me soulage. Alors nous ne sommes pas l'autre, mais nous pouvons l'aider à renouer avec sa propre conscience, ses propres capacités, à accéder à sa liberté, à son autonomie et à sa responsabilité. Je pense à des personnes qui nous confient dans notre service SOS Fin de Vie qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles veulent mourir. Et c'est important qu'elles puissent exprimer sans que l'on passe à l'acte immédiatement, c'est-à-dire qu'on leur donne la mort. Et c'est le drame des pays qui légifèrent sur l'euthanasie. Tout en prenant au sérieux, cependant, ce qu'elles expriment pour creuser avec elles ce qui provoque cette demande et ce qui pourrait l'apaiser. Cette demande peut venir d'un sentiment de solitude, du regard des autres, de la souffrance existentielle, de la perte de ses capacités, d'une souffrance aussi physique mal soulagée. Et cela demande une forme d'humilité de ne pas se lancer dans des réponses toutes faites. Je le rappelle, respecter la dignité de la personne, c'est lui reconnaître sa responsabilité dans la conduite de sa vie. Ce n'est pas nous qui avons la solution, mais la personne en elle-même pour s'adapter à sa situation. L'écoute est une hospitalité munie du seul savoir de ne pas savoir à l'avance, comme le dit de manière si pertinente le médecin et psychanalyste Jean-Guilhem Xéry. Je pense à une femme atteinte d'un cancer qui refusait tout acharnement thérapeutique. Elle avait toujours voulu contrôler sa vie, si bien que son fils a compris qu'elle demandait l'euthanasie. Il a fallu prendre le temps de bien comprendre quelle était sa vraie demande. En réalité, elle recherchait un accompagnement sans obstination médicale et qui la soulage au mieux de sa douleur, et puis surtout de rester chez elle. Et grâce à une de ses filles, elle a découvert l'existence des soins palliatifs à domicile. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle ne savait pas que cela existait. Alors, qu'est-ce qui se joue dans une écoute? Une femme nous confiait à propos de son avortement « Que ma souffrance soit entendue m'enlève un poids. Je souffre, mais je ne suis plus seule. Le paquet que confie la personne est déposé, mis à distance. Alors, les émotions, les sentiments peuvent être exprimés. Je pense à un sentiment comme la jalousie, si difficile à exprimer et si culpabilisant. Je suis jalouse de toutes ces femmes qui ont des enfants alors que je n'arrive pas à en avoir, ce que confiait une femme confrontée à l'infertilité de son couple. Oser mettre ses sentiments en mots est une première étape pour que la personne puisse mettre à distance ce sentiment générateur de culpabilité qui peut vraiment étouffer toute force de vie. En réalité, ce n'est pas aux femmes enceintes personnellement qu'elles en voulaient, mais leur situation faisait écho à son histoire douloureuse. Donc une écoute attentive a pu l'aider à comprendre que l'expression de cette jalousie indiquait le travail de deuil à faire et lui qui demande du temps. Certaines personnes peuvent être comme figées par un acte posé.
Le sentiment d'indignité que l'on peut ressentir après avoir posé un acte que l'on juge indigne ne veut pas dire que toute notre vie est indigne. Culpabiliser d'avoir été trop loin dans une dispute, une colère, ne veut pas dire que mon être, ma personne, se résume à la colère ou à la dispute. Les personnes ne sont pas les actes qu'elles ont posés, et c'est important de différencier la personne de ses actes. Je suis impardonnable, j'ai été faible, j'ai tué mon bébé, disent certaines femmes qui ont avorté. Accueillir les mots de ces femmes tels qu'elles les expriment sans jugement va les aider à trouver une issue, sortir de leur tombeau, c'est le mot qu'elles utilisent pour certaines. Quand un sentiment de culpabilité est exprimé, il faut être attentif à bien le situer. Il est souvent nécessaire d'aider la personne à placer sa responsabilité au bon endroit, qu'elle ne prenne pas tout sur les épaules. Il y a souvent des circonstances atténuantes, si je reprends le cas de l'IVG, ou au contraire, qu'elle se justifie, se dédouane trop, pour pouvoir un jour entrer dans un pardon à soi-même, aux autres éventuellement, et ainsi avancer. Bien écouter le réel est un antidote à la culpabilité mal située. Par exemple, un certain nombre de femmes expriment une culpabilité face à une grossesse imprévue quand l'homme la refuse. Est-ce que je peux poursuivre cette grossesse et lui imposer un enfant qu'il ne veut pas? Alors, c'est un type de dilemme qui est exposé fréquemment. Si le sentiment de culpabilité guide la femme, eh bien, elle aura du mal à se connecter à ce qu'elle ressent au plus profond, à sa capacité à accueillir la vie, et pourra être tentée de consentir à l'avortement à contre-cœur comme une fatalité. Aussi, aider la personne à accueillir sa vulnérabilité face à des pressions va aider à acquérir une meilleure estime de soi et à poser des choix sans abdiquer sa conscience. Et je vous renvoie à ce qu'a partagé Anne Lebrun sur la juste estime de soi. La force véritable naît de la fragilité assumée, dit Mathieu Rouget dans sa réflexion sur la crise sanitaire, alors que notre monde s'était illusionné de toute puissance. Un homme confié, c'est quand j'ai pu dire à une personne sans qu'elle ne me juge « je veux qu'il meure » à propos de son bébé, à qui on avait diagnostiqué une grave malformation avant la naissance. Il dit « c'est là que je me suis rendu compte que j'allais trop loin ». Alors j'ai pu apprivoiser progressivement sa présence du bébé et le fait qu'il puisse naître. Beau fruit d'une écoute qui a permis qu'il puisse exprimer tout haut à une autre personne « je veux qu'il meure ». Et c'est là que ça a créé un électrochoc dans sa responsabilité d'homme et de père. Présence également de consolation en reconnaissant la peine de cet homme face au handicap, car il ne s'agit pas non plus de nier les difficultés de nos chemins. Et c'est dire si la fraternité inconditionnelle et bienveillante peut restaurer les personnes. C'est dire aussi que nous pouvons agir nous-mêmes où nous sommes pour être des vecteurs de consolation et de relèvement. Consoler, c'est être avec celui qui est seul et aussi étymologiquement rendre entier. Donc c'est beau, c'est vraiment restaurer. En conclusion de cette réflexion sur les vertus de l'attention et de l'écoute, c'est la figure de Mère Teresa qui me vient, la femme la plus puissante du monde, ainsi que l'avait un jour qualifié le secrétaire général des Nations Unies. La mairie de Calcutta lui avait concédé en 1952 une partie de l'annexe du temple de Kali, déesse de la mort, pour accueillir les mourants de la rue. C'est le fameux mouroir de Kaligat, maison du cœur pur. Chaque matin, la police y amène des mourants trouvés sur le trottoir. Ils ont vécu comme des bêtes, qu'ils meurent ici au moins comme des êtres humains, disait Mère Teresa, en signe de reconnaissance ultime de la dignité de ces personnes. À nous, à notre tour, de découvrir comment être des passeurs de dignité pour notre temps. Pour ceux qui auraient envie d'approfondir, sachez que nous avons une formation complète en ligne, en 3 vidéos, vraiment accessibles à tous. La première, comment être à l'écoute. La deuxième, comment aider. Et la troisième, comment éviter des écueils. Voilà, en libre accès sur notre site internet. Et par ailleurs, dans votre livret à la page 49, nous avons mis une synthèse de 10 repères pour honorer la dignité
par l'écoute et par la présence à l'autre. Caroline, elle avait conclu son intervention avec cette phrase forte de Mère Teresa de Calcutta, je vous la redis, « qu'ils meurent ici au moins comme des êtres humains ». Cela m'amène à partager avec vous un événement que j'avais trouvé à l'époque particulièrement fort. C'est l'histoire d'un avocat, un pénaliste de haute volée même, Éric Morin. Éric, il défend des personnalités, des patrons du CAC 40, mais aussi des actrices, des femmes politiques, parfois victimes de cyberharcèlement par exemple. En fait, bref, il défend ce qu'on appelle les grands de ce monde, mais il défend aussi les petits. Parce qu'en 2016, en lisant La Voix du Nord, il a découvert l'existence du plus ancien détenu de France, un condamné, coupable, incarcéré qui a ensuite été oublié de tout le monde. Plus personne pour le défendre et pour obtenir finalement la libération conditionnelle à laquelle il avait droit. Et Éric décide de lui rendre visite. Ça a été la première visite de ce détenu depuis 38 ans. Il lui a proposé de s'atteler à cette sortie de prison. Il a gagné et il l'a fait libérer. Voilà une photo qu'il m'a transmise. Ce sont leurs premiers pas ensemble lorsqu'il est sorti de prison. Et quand il parle de cette libération, Éric, il en a encore une énorme émotion. Quand ils sont sortis, Michel, il s'appelait, marchait derrière lui et Éric lui a dit de passer devant. Et alors il a vu que, il avait du mal à ouvrir la porte finalement. Il a réalisé que durant 40 ans, Michel n'avait pas touché une poignée de porte. C'est toujours le gardien qui le faisait pour lui. Condamné à la perpétuité en 1977, seul, isolé, en 38 ans, Michel Cardon ne reçoit aucune visite. Peu à peu, il va disparaître des radars de la justice, jusqu'à l'intervention de cet avocat. Touché par son histoire, pendant plusieurs mois, il s'est battu pour obtenir la libération de son client. C'était un combat qui me tenait à cœur. J'ai été aussi aidé, assisté par des professionnels. Si on a pu monter ce projet d'accueil pour Michel Cardon, c'est parce qu'il y a eu une vraie mobilisation. J'emporte dans ma voiture non seulement ses effets personnels, mais également des cartons et des sacs qui m'ont été envoyés par différents Français qui ont été touchés par sa situation. Soutenu par son avocat, c'est en homme libre que Michel Cardon quitte la prison de Bapaume. Le pas est chancelant, les premiers mots hésitants. Ému, il préfère ne pas s'exprimer devant les caméras. Je voulais évoquer cette histoire pour ce qu'elle nous dit de la dignité. La question ici, elle n'est pas celle de la culpabilité, ni de rappeler au fond que la peine doit avoir du sens pour la société et pour le détenu, et que là, effectivement, il n'y en avait plus, nous explique l'avocat. Mais cela, je crois, nous parle de la dignité de l'agir du coupable, mais surtout la dignité de l'avocat. Parce que je crois que c'est au nom de sa dignité à lui, l'homme de justice, l'homme, tout simplement on pourrait dire, c'est au nom de cette dignité qu'il a agi. Et c'est, je crois, exactement la révolution copernicienne que nous invitait à faire Martin Stephens dans la séquence d'introduction. Je vous redis ce que nous avait enseigné Martin. « Que dois-je exiger de moi pour que soit révélée à mes yeux l'humanité de l'autre ?» Cette histoire, elle s'était gravée dans ma mémoire parce que dans l'article où je l'avais découverte, Éric Morin, il concluait, très humblement d'ailleurs, mais ça m'avait beaucoup touchée, « Au moins, on l'a remis dans la communauté des hommes ». Alors nous accueillons notre grand témoin, Éric Salobir, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes un geek, un passionné de science-fiction et vous avez un parcours vraiment riche. Vous êtes diplômé de l'école de commerce ISC Paris. Vous avez travaillé à l'ambassade de France à Prague et au Crédit Lyonnais dans des départements d'affaires. Et vous avez aussi travaillé auprès de plusieurs médias, en particulier des radios et des émissions de télévision chrétiennes. Vous avez rejoint l'ordre des prêcheurs dominicains en 2000 et vous êtes prêtre diplômé de théologie et de philosophie. Vous êtes le fondateur d'une ONG qui s'appelle Optique. Alors ça veut dire Ordre des prêcheurs pour la technologie, l'information et la communication.
Alors pour expliquer à nos participants, c'est un think tank, un centre de recherche et d'action composé de chercheurs, d'entrepreneurs. C'est un réseau international qui souhaite placer l'humain au cœur des biotechnologies et qui s'efforce aussi de replacer ces technologies au cœur des débats de société. Et alors vous êtes aussi l'auteur d'un livre vraiment passionnant qui s'appelle « Dieu et la Silicon Valley ». Vous y parlez de beaucoup de choses, de cyberguerre, de robots killers, d'algorithmes, de surveillance. Enfin, on brasse un domaine vraiment extrêmement vaste. Et alors pour commencer, je voulais vous poser 2 petites questions. La première, c'est quelle est l'intuition qui vous a poussé à fonder Optique ? Et donc vous êtes aussi un consulteur auprès du Saint-Siège. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'intuition qu'on a eue dès le début, donc avec le maître de l'ordre des Dominicains et puis un certain nombre d'autres personnes, notamment au Saint-Siège, c'est qu'il était urgent de créer un lieu de dialogue entre ceux qui font ces technologies et qui sont parfois assez éloignés, ne serait-ce que géographiquement, puisque c'est en Californie, et puis d'autres lieux comme de fait le Vatican, mais aussi d'autres groupes. Je pense par exemple à des universitaires qui travaillent dans les sciences humaines, des représentants de la société civile, des représentants des régulateurs. La question c'était comment on met tous ces gens-là autour d'une même table pour s'assurer que l'humain reste toujours au centre du développement des technologies. C'est pas la technologie pour la technologie, c'est pas la technologie pour le profit, pour la gloire, c'est la technologie pour permettre à des humains de mieux vivre et de mieux faire société, comme on dit de nos jours, c'est-à-dire de mieux vivre ensemble. Donc c'était ça l'idée de départ, et en fait je suis effectivement consulteur auprès de 2 dicastères, donc 2 départements pour la communication et pour la culture, et à ce titre-là, en fait, mon rôle, c'est de façon très très modeste, de contribuer en tant qu'expert à la réflexion sur l'usage de ces technologies dans ces domaines que sont la culture numérique d'un côté et la communication et tout ce qui est réseau de l'autre. D'accord, et vous êtes du coup amené à côtoyer les grands de la Silicon Valley. Je lisais dans votre livre que 74 des 143 fortunes mondiales de plus de 1 milliard de dollars sont bâties sur les nouvelles technologies, des personnes qui sont dans la Silicon Valley, donc voilà, des grands patrons que vous connaissez. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous pensez être leur moteur ? Est-ce que c'est seulement le profit ? Est-ce que c'est seulement augmenter l'humain ? Est-ce que c'est l'hubris ? Alors moi, je dirais que je fréquente les grands et les petits. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est à la fois de travailler avec un start-upper qui démarre et qui a tout approuvé, et puis un autre qui a monté un grand groupe connu dans le monde entier, etc. Et ce que je vois, c'est que peut-être qu'au début de la carrière, quand on lance une entreprise, on a envie que ça réussisse, donc on a soif de succès. On pourrait dire, quelque part, les gens cherchent à gagner de l'argent, etc. Mais assez vite, dès qu'on commence à avoir bâti quelque chose, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que j'ai bâti ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser à la société, qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme empreinte. Et là, on voit que des questions beaucoup plus profondes émergent. Il ne faut pas oublier que la Silicon Valley s'est bâtie, je dirais un peu sur les ruines des communautés hippies des années 60 à San Francisco, qui étaient des communautés qui voulaient changer le monde. Donc, entre-temps, ils se sont réconciliés avec la technologie, ils se sont réconciliés avec le capitalisme et avec le profit, ça sent plus vraiment le patchouli, mais on se balade encore en tongs, faut être clair. Il y a quand même ce côté un peu cool, et puis surtout, on va dire, ce qui dirait le motto, c'est-à-dire la devise de la Silicon Valley, c'est « Let's make the world a better place ». C'est comment est-ce qu'on améliore le monde. Alors, on pourrait dire, dans certains cas, que c'est un narratif, que ça fait partie du marketing, etc. Mais je pense que chez beaucoup d'entre eux, c'est profondément enraciné. C'est comment est-ce qu'on transforme le monde. Après, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire un monde meilleur ? Entre un monde meilleur et le meilleur des mondes, pour reprendre le titre d'un roman dystopique, c'est vrai que parfois, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier. Et c'est là qu'il est important de discuter avec eux pour essayer de voir quels sont les choix stratégiques qu'il faut faire pour s'assurer que l'innovation reste un progrès. C'est vrai que quand on parle d'innovation, de technique, on sait bien, la technique, elle est jamais neutre. Elle induit des profonds changements de mentalité. Et on a l'impression qu'il faut être c'est un peu une ligne de crête qu'on cherche d'ailleurs à explorer avec vous sur nommer de vrais enjeux et sans non plus fantasmer. Mais quels sont pour vous quand même les vrais enjeux, les vraies questions qui se posent aujourd'hui ? Alors d'abord, la non-neutralité de la technologie, ça n'a pas été quelque chose d'acquis tout de suite.
pendant très longtemps, et jusqu'à il y a 4-5 ans, beaucoup de grandes entreprises de la technologie disaient « nous, on fournit un réseau, une plateforme, ensuite, ce que les gens écrivent dessus, c'est pas notre problème. Nous, on est juste fournisseurs. En gros, on fournit les tuyaux, on n'est pas responsable de ce qui passe dedans. » On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que même si on peut dire que, par exemple, un réseau social, c'est un lieu privé qui est mis en place par une entreprise avec des conditions d'utilisation, lorsque un tiers de l'humanité se trouve membre de ce réseau, ça devient un pan de l'humanité, ça devient une extension de l'agora, de la place publique, et donc on ne peut plus se poser les questions dans les mêmes termes. Et donc effectivement, petit à petit, tout le monde reconnaît que ce que nous on dit depuis très longtemps, que cette technologie n'est pas neutre, mais pour autant elle n'est pas, sauf certaines comme des technologies d'armement, mais elle n'est pas ni bonne ni mauvaise. C'est simplement, elle est porteuse d'une charge d'intentionnalité. Et plus vous bâtissez une technologie complexe, et plus cette intentionnalité, elle est profonde. C'est-à-dire que, par exemple, une technique toute simple, un marteau, par exemple, il n'y a pas beaucoup de concepts derrière. Quand vous bâtissez un implant cérébral, vous construisez un implant, par exemple, pour une interface cerveau-machine, pour essayer de soigner les malades de la maladie de Parkinson, par exemple. Là, ça induit toute une compréhension de ce qu'est le cerveau humain, de ce qu'est la pensée, de ce qu'est la personnalité de l'humain. Quand on touche à ça, est-ce qu'on touche à sa personnalité, est-ce qu'on le change, etc. Et ça veut dire quelque part, il y a toute une anthropologie derrière. Mais souvent, malheureusement, c'est une anthropologie non dite. Et c'est peut-être ça, moi je dirais, le principal enjeu, c'est de s'assurer qu'on ait bien compris quelle anthropologie on mettait derrière. Trop souvent, vous avez un peu parlé d'humain augmenté, etc. Il y a eu beaucoup de fantasmes autour de ça. Ça venait de gens qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément ceux qui font la technologie, mais qui pensent à partir de la technologie de façon parfois un tout petit peu fumeuse, et en fait qui se disent on peut très bien débrancher le cerveau du corps, je vais me télécharger, machin, etc. Sauf qu'en fait, l'humain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on sait que le corps lui-même a une mémoire. Enfin, maintenant, quand on parle de l'instinct deuxième cerveau, on se dit que non, si on a juste débranché le cerveau, ça ne marche pas. Et donc, en fait, on prend petit à petit compte, et ça c'est important qu'on le fasse, de la complexité du vivant, de la complexité de l'humain. Et la question, c'est justement, avec les concepteurs des technologies, de mettre des mots sur leur anthropologie et peut-être de leur apporter des éléments un peu fondés. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de prétention d'apporter des grandes choses, mais il faut quand même reconnaître que l'anthropologie, on va dire judéo-chrétienne, matinée de philosophie grecque, elle a quand même été éprouvée dans le temps. Et en fait, à un moment, on s'appuie sur des choses solides. Et c'est ces éléments-là qu'on peut apporter aussi à une réflexion qui, sinon, peut s'avérer un peu hors sol, un peu déconnecté. Et quand on touche au vivant, quand on est déconnecté, ça peut être embêtant. L'enjeu majeur, il est d'avoir vraiment un travail pluridisciplinaire pour remettre la question de qui est l'homme au cœur des réflexions, pour vraiment prendre en considération, c'est vraiment l'enjeu. Moi, je dirais qu'en fait, qu'est-ce que l'homme? C'est la grande question philosophique, on va dire, et je dirais que personne n'a la totalité de la réponse. Chacun voit midi à sa porte, ou voit l'humain de l'endroit où il se trouve. Et l'intérêt de l'interdisciplinarité, c'est que ça permet d'avoir une espèce de vision en 360 degrés, de voir un modèle en 3D. Ça permet vraiment de dire, oui, mais du côté des neurosciences, c'est ça, mais du côté de la psychologie, c'est ça, mais du côté de la théologie, c'est ça, de la philosophie, de la médecine. Et en fait, voilà, l'humain n'est pas un patient, n'est pas un utilisateur, n'est pas un client, n'est pas un citoyen. L'humain est un humain. Et quand on met tous ces gens-là autour, chacun arrivant avec son point de vue, il voit un peu les choses depuis sa porte. Mais en discutant, on arrive à avoir comme ça une vision assez complète. Et ça induit quand même des changements assez stratégiques dans la façon dont on pense notre relation à des technologies comme effectivement les biotechnologies que vous citiez tout à l'heure, mais aussi l'intelligence artificielle, par exemple. Je voudrais qu'on parle un peu d'intelligence artificielle, justement, qui envahissent nos vies. Les intelligences artificielles, je suppose qu'on dit plutôt faibles. Alors, on se questionne pour savoir si un jour, il y aura une intelligence artificielle forte qui pourrait dépasser l'humain. Mais moi, d'abord, je voudrais revenir sur ce mot d'intelligence artificielle. Est-ce que vous trouvez qu'il est bien choisi? Est-ce que l'intelligence, c'est quand même... Quand on pense à l'intelligence humaine, c'est multifacette, c'est relationnel, c'est pas seulement intellectuel, c'est aussi émotionnel. Voilà. Est-ce que c'est un mot qu'on a bien choisi pour l'attribuer à la technique finalement? Je dirais que c'est le moins mauvais des termes qu'on a pu trouver.
C'est-à-dire que j'ai fait partie de réunions aux États-Unis où on discutait, on questionnait ce terme-là en disant mais ça crée une confusion dans l'esprit du grand public. Il va penser qu'on essaie d'imaginer des machines pensantes dès maintenant, des espèces de robots façon Terminator, alors que c'est absolument pas le cas. Mais en même temps, si on parle d'une machine, d'une technologie comme l'apprentissage machine, par exemple, le machine learning, c'est la technologie qui est en vogue en ce moment. Dans 5 ans, 10 ans, les choses auront évolué, d'autres technologies auront émergé, et donc en fait le vocabulaire sera plus adapté. Donc le seul moyen, c'est de prendre un vocabulaire large, et l'intelligence artificielle, c'est un peu comme un horizon de sens. Mais cet horizon, si vous marchez pour aller vers l'horizon, vous ne l'atteignez pas. Donc en fait, la question, effectivement, je pense que là, vous évoquez 2 questions très intéressantes toutes les deux. À court terme, qu'est-ce que ça impacte dans nos vies? Et vous parliez d'invasion. Moi, je suis, un peu mesuré par rapport à ce terme-là, parce que justement, cette intelligence artificielle, elle facilite la vie de tellement de gens, elle aide à faire tellement de choses, qu'à un moment, il faut aussi voir tout ce que ça apporte de très positif, quand ça aide à diagnostiquer des cancers, quand ça aide, ne serait-ce que le GPS de votre voiture qui vous permet d'utiliser... non mais c'est des quantités de petites choses. Alors on peut dire oui, mais j'utilise le GPS, donc je perds le sens de l'orientation, c'est vrai, et c'est vrai que cette révolution, pour moi, n'est pas une révolution industrielle, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, comme l'émergence, de l'électricité, la machine à vapeur, c'est plus une révolution cognitive, un peu comme l'invention de l'écriture, un peu comme le codex. C'est des choses qui ont changé notre rapport au sens et notre rapport au monde. Et là, effectivement, dans ce rapport au monde, on perd certaines choses et on voit bien qu'on est moins habitué à faire certaines choses, qu'on est moins autonome, tout simplement, par rapport à nos grands-parents. Mais en même temps, on fait des choses qu'ils n'auraient même pas imaginé pouvoir faire. Et moi, je me souviens, peu de temps avant sa mort, j'ai eu le grand privilège d'avoir une très très belle conversation avec Michel Serres. Et en fait, je me souviens qu'il me rappelait que Socrate était contre la généralisation de l'écriture, parce qu'il disait que ça voulait dire qu'une pensée allait tomber entre les mains de gens à qui elle n'était pas destinée, qui allaient mal la comprendre. Ce serait un texte sans contexte. Et que finalement, s'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de pensée. Et puis finalement, l'écriture, elle nous a quand même plutôt bien réussi. Les caractères mobiles d'imprimerie popularisés par Gutenberg nous ont bien réussi aussi, l'informatique aussi. Donc finalement, on peut dire que l'humain est toujours sorti gagnant de chacune de ces révolutions qui sont à la fois épistémologiques, intellectuelles, culturelles. Et je pense que celle-là aussi, c'est avant tout un succès. Simplement, comme on est à la pliure, on voit ce qu'on perd, on ne voit pas encore bien ce qu'on gagne. Alors effectivement, comme vous le disiez en revanche, ça ne veut pas dire, et je sais que nous évoquons en ce moment beaucoup la question de la dignité, que ça n'a pas des impacts potentiels négatifs. Et il faut être attentif, c'est pour ça qu'on veut garder l'humain au centre, à ce que l'arrivée d'un autre joueur, par exemple dans le monde de l'entreprise, que serait la machine, un assistant, une intelligence artificielle qui prend en charge une partie du travail, je ne sais pas, qui remplace des opérateurs téléphoniques, des choses comme ça, des chatbots, toutes ces technologies qui petit à petit sont en train de transformer le secteur tertiaire, que ça ne transforme pas l'humain en un outil au service de la machine. Le danger, ce serait effectivement de voir émerger une espèce de prolétariat numérique, on va dire, vous avez des machines qui travaillent pour vous, il y a des gens qui vont travailler pour des machines. De même, voir des gens, petit à petit, voir leur capacité contrainte par l'arrivée de la machine, voire se trouver en compétition avec une machine qui va travailler plus vite qu'eux et qui à un moment risquera de les mettre sur la touche. La grande question en ce moment, pour moi, c'est celle de l'employabilité. Je n'ai pas envie qu'on ait 20% de chômeurs parce que toute une partie des métiers auront été automatisés parce que plus rentables. Et donc là, on a des questions qui ne sont pas seulement des questions entrepreneuriales, pas du tout des questions technologiques, qui sont des questions politiques. C'est pour ça que je pousse beaucoup pour qu'on repolitise la technologie, c'est-à-dire qu'on la replace au centre de la cité. Polis poléos, en grec, c'est la cité, et l'idée, c'est ça. C'est la replacer sur l'agora pour en parler. Et justement, pour s'assurer que la mise en œuvre de technologies, notamment d'intelligence artificielle, elle se fasse toujours au bénéfice de la dignité de l'humain, d'un humain debout. Voilà. Alors pour terminer sur la seconde partie de votre question, c'est amusant de voir que dans la Silicon Valley, comme dans tous ces milieux de technologie, on va dire c'est à peu près 50-50. Il y a 50% de gens qui pensent que l'intelligence artificielle n'existe pas et qu'il vaut mieux parler d'une intelligence augmentée, c'est-à-dire au sens où elle va donner plus de pouvoir à l'humain. C'est ce que dit par exemple Luc Julia, c'est assez amusant parce qu'en même temps c'est celui qui a inventé Siri, l'intelligence artificielle de l'iPhone. Donc, mais bon, voilà, et je pense qu'il a une vision très juste. Et après, il y en a d'autres qui sont
sont dans l'idée que il dirait it's not if but when. C'est-à-dire en fait l'idée c'est pas tellement est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va voir émerger ces technologies, mais quand est-ce qu'elles vont émerger. Et donc effectivement moi de mon côté je suis assez partagé sur la possibilité de voir émerger ce genre de technologie. La question que je vois c'est que dans tous les cas au moins il faut réfléchir à cette idée d'avoir une intelligence artificielle qui soit on va dire très puissante, qui pourrait penser avec tous les guillemets qu'il faut, on va dire qui à un moment pourrait émerger. Et la question, c'est si on en est les créateurs, si elle est une créature, comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis d'elle ? Est-ce que dans la période Covid, là, qui nous a quand même beaucoup transformé encore plus le monde du travail, l'utilisation aussi de nos outils numériques, plutôt une période quand même assez difficile, mais est-ce que vous observez dans ce milieu du numérique un certain nombre d'opportunités? Qu'est-ce qui s'est transformé finalement là récemment, que vous avez pu observer de positif? Alors, la première chose, alors qui en l'occurrence n'est pas forcément positive, mais on s'est aperçu que malgré toute sa sophistication et son coût, la technologie ne nous a pas prémunis de la pandémie. Donc quelque part, on est amené à faire un peu le deuil de notre toute-puissance technologique, on descend de notre piédestal, on arrête de penser à l'humain qui vivra 500 ans, etc. et on entre dans des choses plus concrètes. Ce qui, à mon avis, n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que faire le deuil de la toute-puissance, Freud dirait que c'est la base pour entrer dans l'âge adulte. Et donc voilà, à un moment, ça, je pense que c'est positif. Après, je pense aussi que cette période, elle a été le moment de prise de conscience pour les géants de la technologie, que cette technologie, elle peut être utilisée pour gérer un monde et une économie toujours plus complexes, mais qui peut se gripper à l'arrivée d'un simple grain de sable qu'est le virus, ou qu'elle peut nous aider à gagner en résilience. C'est-à-dire que le facteur de résilience, ça ne doit pas être l'humain. C'est pas j'ai une entreprise et puis si j'ai moins de clients, je mettrai des gens au chômage partiel. Non, l'humain, il doit être au cœur et donc c'est peut-être à la technologie d'être résiliente pour l'humain, de fournir des marges de manœuvre. Et ça, je pense que c'est des choses qui ont été prises en compte et on voit émerger de plus en plus les entreprises, des entreprises qui se disent que gagner de l'argent n'est pas leur seule obligation ni leur seule raison d'être. Toutes les entreprises à message, à raison d'être par exemple, et là on voit bien effectivement que le monde est en train de changer, les dirigeants d'entreprises en ont pris conscience, à nous de les accompagner pour éclairer cette voie. Alors Éric Salobir, vous êtes un homme de foi, vous êtes un homme de Dieu, vous avez foi en l'homme, on le sent beaucoup je trouve dans votre livre aussi, une vraie... Je voudrais que vous puissiez nous partager pour terminer peut-être les signes d'espérance ou ce qui peut être des encouragements pour nos participants dans cette période qui est quand même pour beaucoup assez difficile. Alors moi, d'abord je dirais que si j'ai foi en l'homme, c'est parce que j'ai foi en Dieu. Et donc en fait, j'ai foi en un homme qui accepte d'être à l'image de Dieu. Et donc d'être créatif ou inventif à l'image d'un Dieu créateur. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir ? Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comment est-ce qu'on s'en saisit ? Et moi, je dirais le message d'espérance que j'ai, c'est que je vois quand même de plus en plus dans le monde de la technologie des hommes et des femmes, notamment de la jeune génération, qui n'ont pas du tout envie de créer le énième gadget qu'on va voir dans tous les shows comme ça, tiens, la télé pliable, transparente, machin, etc. On s'en fiche un peu, mais qui vont vouloir vraiment que ce qu'ils vont bâtir soit vraiment, une aide, un soutien pour aider l'humain, humaniser l'humain. En fait, moi je crois qu'on est produit par nos propres produits. Et donc en fait, parce que tout simplement, en les utilisant, on est façonné par cette utilisation. Et donc je pense qu'en produisant une technologie plus humaine, à travers son usage, on peut s'humaniser. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre et on voit bien que de plus en plus, la numérisation galopante de notre économie, de notre société avec la pandémie, elle soulève des questions et on voit que c'est une espèce de wake-up call. Les gens prennent conscience de ça. Ça, pour moi, à partir du moment où on a pris conscience qu'il fallait bouger, la moitié du chemin est fait. Merci. Merci beaucoup, Éric Salobir. Je vous remercie. Notre dernier enseignement est assuré par Grégoire Pupinck et je crois qu'il est vraiment d'une importance fondamentale. C'est celui de l'objection de conscience, du droit même à l'objection de conscience.
C'est un droit fondamental à comprendre et à défendre, même si ce n'est pas toujours simple à appréhender. En tout cas, il nous a semblé important de l'inclure dans cette formation. D'autant plus que c'est un sujet conflictuel et très actuel, parce que vous le savez sûrement, il y a régulièrement, et notamment en ce moment, des tentatives assez idéologiques pour faire supprimer, par exemple aux soignants, leur clause de conscience spécifique à l'avortement. Quelque chose auquel le Conseil national de l'Ordre des médecins est fortement opposé. Vous trouverez à la page 47 de votre carnet une infographie vraiment bien faite, pédagogique, avec les définitions de la liberté de conscience, de l'objection de conscience et de la clause de conscience, avec, vous le verrez aussi, un décryptage très précis de cette clause de conscience des soignants que je viens d'évoquer avec vous et que Grégor va nous expliquer de manière très limpide. Grégor, nous l'avons déjà entendu à la séquence naître sur la dignité incarnée. Je vous le représente du coup juste en quelques mots. Il est docteur en droit, il est directeur de l'ECLJ. C'est une ONG dédiée à la promotion et à la protection des droits de l'homme en Europe et dans le monde. Une ONG qui est basée à Strasbourg où nous sommes allés rencontrer Grégor pour cet enseignement. Bonsoir à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour parler ensemble d'un sujet important et délicat et aussi assez difficile, il faut le reconnaître. Il s'agit de l'objection de conscience. Vous savez, l'objection de conscience, c'est une pratique qui consiste à refuser d'accomplir un acte qui est prescrit, soit par un supérieur hiérarchique, soit par la loi. On en parle beaucoup dans les milieux pro-vie, de défense de la vie, comme à Alliance Vita, s'agissant du refus de prescrire des contraceptifs, des abortifs, participer à un avortement ou à une euthanasie, ou à des pratiques sur l'embryon. Donc c'est un sujet qui est important, qui est central, qu'il s'agit de bien comprendre. Nous travaillons sur ce sujet depuis plus de 10 ans. D'abord, lors de travaux parlementaires de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, nous avons contribué en 2010 déjà à faire adopter une résolution de l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur le droit à l'objection de conscience du personnel médical. Et voilà, à l'époque, nous avions vraiment réussi à renverser, on va dire, toute la dynamique parlementaire et à faire adopter un texte qui protège et reconnaît la clause de conscience. Mais il m'est apparu très, très nettement lors de ces débats qu'un simple argument politique et une victoire par les rapports de force politiques ne suffisent pas finalement à garantir dans la durée une bonne protection de la liberté de conscience face aux actes critiquables ou répréhensibles ou immoraux. Et qu'il faut donc aller plus profondément dans l'étude. Parce que si on promeut simplement la clause de conscience ou l'option de conscience au titre de la liberté de conscience, le problème est le même que finalement en matière de religion, vous savez, où on reproche à la liberté religieuse de garantir aussi bien la liberté des bonnes religions, ou de la bonne religion, que les libertés des sectes les plus dangereuses. Voilà, donc la clause de conscience, de la même manière, pourrait être invoquée pour tout et son contraire, et on observe aujourd'hui, devant les juridictions nationales, et aussi en particulier devant la Cour européenne des droits de l'homme, un recours à tout va, croissant de la notion de liberté de conscience, de la clause de conscience, contre toutes sortes de pratiques. Aussi bien le refus de prêter serment sur la Bible, bien sûr le refus de servir dans les armes, le refus de mettre ses enfants dans des cours d'éducation sexuelle ou morale, bien sûr le refus de vendre des contraceptifs, le refus de pratiquer l'avortement, mais aussi le refus de participer à la chasse, voyez-vous, ou même une question très importante actuellement et qui est en discussion à la Cour européenne des droits de l'homme, le refus de la vaccination. Voilà. Alors vous avez remarqué, j'ai répété le mot refus à plusieurs reprises et c'est important parce que précisément l'objection de conscience est toujours un refus. Le refus de commettre un acte que l'on estime mauvais, que l'on juge mauvais, soit parce qu'il est contraire à la morale, soit parce qu'il est contraire à sa religion, à ses prescriptions religieuses. Alors voilà, c'est une notion qui est difficile à comprendre aujourd'hui de plus en plus, en particulier dans notre société qui s'est détachée fortement de la vision métaphysique de l'homme
et de la compréhension objective de la morale. Vous savez bien, on parle souvent du subjectivisme, du relativisme moral dans la société, et on ne sait plus ce qu'est la conscience. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que voilà, la société actuelle a perdu la notion de la conscience objective. Ça veut dire ne croit plus que la personne est vraiment capable de discerner le bien du mal, et que tout cela serait relatif, ce serait qu'une question d'opinion. Voilà. Alors que l'objectivité du bien et l'objectivité du mal fondent en fait l'autorité du droit. C'est parce qu'il y a un bien objectif et un mal objectif que l'on doit respecter le droit, que l'on respecte le droit. C'est la reconnaissance de ce bien qui fait qu'on se soumet aux lois, et non pas seulement l'autorité des lois. On se soumet pour le bien, pas seulement par peur de la contravention. Et donc cette question de l'objectivité de la conscience, elle est perdue de vue. Aujourd'hui, on s'imagine que la conscience, ce serait un peu comme un magma difforme, une espèce de surmoi qui nous dominerait, mais qui en même temps qui serait assez imperceptible, et duquel ne sortirait que, voyez-vous, des opinions relatives, des idées, des croyances. Voilà, il n'y aurait rien d'impératif. Donc cette idée de conscience est mélangée, on a perdu l'objectivité, elle est confuse, et bien sûr, il en résulte que la liberté de conscience, du coup, elle perd aussi sa valeur. Parce que si la conscience est relative, et bien forcément, la liberté de conscience, elle est encore plus relative, puisque ce serait finalement la liberté un peu de croire n'importe quoi, et de faire n'importe quoi. Alors à quel titre, dans une société, est-ce qu'on accorderait cette liberté de croire, de faire n'importe quoi, et plus encore de refuser de se soumettre aux lois? Parce qu'à la fin, c'est ça. L'objection de conscience, c'est le refus d'accomplir un acte qui est prescrit par l'autorité hiérarchique, dans le travail, à l'entreprise, ou par une autorité publique également hiérarchique, ou la loi. Et pourquoi devrions-nous admettre qu'une personne échappe à l'application et au respect de la loi? Au nom de quoi? Au nom du respect de ses croyances. Voyez-vous, c'est totalement finalement absurde de faire prévaloir la croyance d'une personne sur la loi qui, elle, est le fruit, alors soit de la volonté générale, mais en tout cas d'un processus normatif qui se veut rationnel, collectif, qui a engagé des heures de réflexion et d'analyse. Voilà, donc quand on met dans la balance la croyance d'une personne et puis tout ce processus normatif ou la décision de juge, qui devrait être une décision éclairée, on comprend bien qu'il n'y a aucun sens rationnel à permettre à une personne d'échapper à l'application de la loi au nom de sa conscience, dès lors qu'on considère la conscience comme quelque chose d'un peu farfelu, obscur et irrationnel. Donc voilà, l'objection de conscience ne peut avoir d'autorité, de valeur, que si au préalable on restaure l'objectivité de la conscience et si l'on reconnaît la capacité de l'être humain à connaître le bien, à reconnaître le bien. Mais je le répète, cette capacité à reconnaître le bien, elle est elle-même en fait une condition à la reconnaissance de l'autorité de la loi. Parce que si nous n'avons pas de conscience objective, alors la loi n'a pas d'autorité légitime. Voyez-vous, donc les deux sont corrélés. Voilà, donc défendre une juste objection de conscience, une juste conception de la conscience, ça permet de défendre l'autorité de la loi finalement, mais ça permet aussi de porter un jugement sur la loi. Parce que si la conscience personnelle a une valeur, alors elle est capable ultimement de porter un jugement sur la loi. Et donc on sort dans ce cas-là de l'idée, de la version, d'une vision positiviste de la loi, selon laquelle toute la morale, comme disait Jacques Chirac, est réunie dans la loi et qu'il n'y aurait pas de morale en dehors de la loi. Non, très clairement, il est certain que la morale existe en dehors de la loi, puisque ce sont des personnes qui font la loi avec leur morale. Voyez-vous, donc la morale préexiste à la loi. Ce n'est pas la loi qui définit la morale, mais bien la conscience qui la reconnaît, qui reconnaît ce qui est juste et ce qui est bon, et qui le prescrit pour faciliter l'accomplissement du bien dans la société. Une première idée essentielle, c'est d'avoir bien en tête que d'abord l'objection de conscience, c'est le refus de faire un mal. Vous voyez, on parle souvent d'Antigone qui voulait donc ensevelir dignement son frère. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord que ce soit une objection de conscience, parce qu'elle voulait faire un bien. Le cas de l'objection, c'est quand on refuse de faire un mal. Et là, il faut bien comprendre cette distinction. Il y a une dissymétrie entre faire le bien et faire le mal. C'est pas pareil.
On est toujours obligé de faire le bien, bien sûr, mais la mesure du bien varie. Voyez-vous, je ne suis pas obligé de donner, je peux donner à un pauvre 10 euros ou je peux lui donner 100, mais je ne suis pas obligé, n'est-ce pas, de lui donner tel ou tel montant. L'acte est bon à faire, mais pas sa proportion. Le bien est une question de proportion. Voilà, ce n'est pas une obligation absolue. Alors qu'il faut bien comprendre que ne pas faire le mal, c'est une obligation absolue. Vous voyez ? Ne pas faire le mal, c'est une obligation absolue. Voler 10 euros ou 100 euros, c'est mal. Que ce soit 10 euros ou 100 euros. Donc il n'y a pas de proportionnalité. C'est un mal, donc le mal est en soi total. Et donc il n'est pas équivalent d'empêcher une personne de faire un bien et de la forcer à commettre un mal. L'objection de conscience porte strictement dans les cas où une personne serait forcée à faire un mal. Vous voyez ? Donc s'exprime sous la forme du refus d'accomplir un acte. Deuxième notion essentielle à bien comprendre, deuxième distinction, c'est la distinction largement développée par Benoît XVI entre la foi et la raison, entre la religion et la morale. Voyez-vous, on mélange les deux bien souvent au détriment du coup de la force de l'objection, lorsque on objecte à l'avortement au seul nom de la religion. Alors qu'en fait, l'objection à l'avortement, elle est d'abord fondée sur un jugement moral qui existe en lui-même, qui est rationnel. Il y a une différence essentielle entre les deux parce que objecter au nom de la religion, d'une conviction religieuse, eh bien, c'est finalement invoquer la liberté de vivre selon sa religion. C'est invoquer la faculté de manifester ses convictions religieuses, s'agissant d'une conviction donc de nature religieuse. Par exemple, vous savez peut-être, mais il y a des religions, il y a une religion en particulier qui interdit la consommation de café et de thé. Hein ? Bon, voilà. Alors, si vous mettez ça devant un juge, vous objectez à la consommation de tel produit parce qu'il contient du thé, évidemment, c'est difficile à plaider devant un juge, parce que c'est une conviction religieuse qui n'est pas vraiment rationnelle. Voyez-vous, il y a beaucoup de prescriptions religieuses qui existent dans les différentes religions du monde qui ne sont pas rationnelles. Par contre, il existe des convictions de nature morale, comme ne pas tuer ou ne pas voler, qui là sont universelles. Et donc, quand on invoque une conviction morale, eh bien, on n'invoque pas la liberté d'exercer sa religion, mais on invoque le droit de faire le bien, ou plutôt de ne pas faire le mal. On invoque la justice. Dans un cas, on invoque la liberté religieuse. Dans l'autre cas, on invoque la justice. Et il est évidemment beaucoup plus puissant d'invoquer la justice que la liberté à l'appui de son objection, puisque la liberté, elle a forcément des limites dans une société, alors que la justice, elle est de droit, elle doit s'appliquer. Donc en cela, l'objection de conscience fondée en morale, c'est vraiment le témoignage rendu à la justice publique, témoignage public. Autre idée importante pour finir, c'est que dans la société actuelle, pourquoi est-ce qu'il y a tant de cas d'objection de conscience ? Eh bien, c'est parce que la société est devenue libérale. Ça veut dire que progressivement, la société a accepté un phénomène de dédoublement de la moralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que progressivement, avec l'extension de la vie privée, de la notion de vie privée, de plus en plus, on a dit, voilà, il existe la moralité de chacun, donc chacun a ses propres opinions, n'est-ce pas ? Ça participe de la relativité de la conscience. Chacun a ses propres idées, ses propres convictions. Et puis, au niveau national, au niveau de la société, par contre, il y aurait un deuxième niveau de morale, qui serait, lui, le niveau de la loi. Et entre les deux, il devrait y avoir une relation de tolérance. C'est ce qui a conduit beaucoup de députés, toujours s'agissant de l'avortement, à dire, vous savez, moi, à titre personnel, je suis contre l'avortement, mais vous comprenez bien que je ne suis pas légitime pour imposer mon opinion au plan national, et donc je ne m'y oppose pas, voire même je vote en faveur de l'avortement au niveau national. Et donc là, on voit très bien le dédoublement du niveau de la morale entre le niveau individuel, personnel, qui relèverait de la vie privée et qui serait subjectif et relatif, et le niveau social, communautaire, national, qui lui serait objectif dans la loi,
et qui serait finalement le fruit d'une tolérance, voilà, le résultat d'une nécessaire coexistence. Eh bien, ces deux niveaux de moralité existent vraiment dans une société libérale. Toute la difficulté, c'est de réussir à les faire coexister. Voyez-vous, généralement, ça ne pose pas de difficulté, parce que le député qui vote pour l'avortement, il n'est pas médecin. Donc ce n'est pas lui qui est derrière, va devoir faire l'acte. Lui, il a juste une position de principe relative, tolérante, en disant d'accord, j'accepte, je ne suis pas légitime pour m'y opposer. Le problème se pose de la coexistence de ces deux niveaux de moralité lorsqu'une personne elle-même est à l'intersection de ces deux niveaux. Et évidemment, c'est le cas du médecin ou du pharmacien, qui lui, il n'a pas le choix, voyez-vous, puisqu'il doit mettre en œuvre le niveau de moralité national. Et là, il est pris au piège entre ces deux niveaux, il est coincé. Et on l'oblige, d'une certaine manière, à se soumettre au niveau de moralité supérieur, alors que lui adhère à un niveau de moralité différent. Et là, on voit bien le conflit entre la conscience de la personne et la loi, et on voit bien que le système fondé sur la tolérance ne fonctionne pas, sauf si, bien sûr, dans ce cas-là, on reconnaît le droit à l'objection de conscience. Et c'est là que le droit à l'objection de conscience intervient, c'est qu'il permet de faire coexister les deux niveaux de moralité, en reconnaissant à chacun la faculté de ne pas accomplir un acte prescrit par la loi, dès lors que cet acte est reconnu au moment en fait, de l'adoption de la loi comme posant un problème moral. Et en fait, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a adopté les lois sur l'avortement. On a assorti ces lois d'une clause de conscience, parce qu'on ne voulait pas que cette loi crée une violence supplémentaire en forçant la main des médecins objecteurs. Et donc on a créé cette clause de conscience pour éviter ce conflit. Le problème que l'on observe aujourd'hui, c'est que, afin de normaliser l'avortement et d'autres pratiques similaires, eh bien, une partie des responsables politiques veulent retirer cette clause de conscience. Et on voit bien qu'en retirant cette clause de conscience, ils retirent ce rouage qui permettait à la société libérale d'être vraiment libérale. Ça veut dire de ne pas causer de violence à l'égard des personnes qui ne partagent pas cette conviction et qui souhaitent vivre conformément à leur conviction. Donc on voit bien la tendance aujourd'hui vers une forme de réunification de la morale par le haut, où finalement on veut imposer le niveau moral social jusque sur les personnes en retirant cette faculté d'objection qui est essentielle parce que c'est encore une fois, je le dis, elle, qui protège la personne contre la violence d'une loi immorale, injuste, et c'est aussi elle qui protège la faculté que nous avons tous et chacun d'exprimer, de reconnaître et d'exprimer ce qui est juste et ce qui est beau. Je vous remercie. Pour ceux qui aimeraient ou qui auraient besoin d'approfondir cette question, je vous recommande vraiment son livre qui est paru en novembre dernier chez Teki et qui s'appelle « Objection de conscience et droits de l'homme », dans lequel il approfondit vraiment cette notion d'objection de conscience au plan moral, au plan juridique, en droit international, en droit des droits de l'homme et aussi en droit national français. Nous arrivons déjà au terme de cette troisième séance Vivre et avant de nous quitter, je voudrais vous proposer quelques extraits d'un film époustouflant, inspiré de faits réels, qui montre le courage d'un objecteur de conscience qui a littéralement déplacé des montagnes en tenant ferme ses convictions et droits de sa conscience. C'est le film « Tu ne tueras point ». Un visage, une histoire très dure, mais un film vraiment très inspirant. Voilà, je vous laisse ici. Je serai heureuse de vous retrouver à notre prochaine séquence. Merci beaucoup de votre attention, merci de votre fidélité à notre Université de la Vie. À très bientôt. C'est pour sauver les gens, pas pour aller les tuer. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas? Non, monsieur. Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Pourquoi tu refuses de te battre? Tu te crois meilleur que nous? Non. Restez moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois. Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux.